Alors, bien le bonsoir. Je crois qu'on est en live. J'attends juste la confirmation, si c'est possible d'avoir la confirmation. Mais en tout cas, bonsoir tout le monde. Je pense que c'est bon. On est là. On est avec vous ce soir pour une petite heure dans le cadre de la présentation de notre ouvrage publié avec Priscilla Ludowski chez les éditions Massot le 28 mai dernier. Ensemble, nous demandons justice. Avec ce livre, on essaye de faire un tour de France des violences environnementales, donc des moments où on a détruit la nature pour détruire l'humain ou l'inverse. On a une série, on organise une série de webinaires depuis déjà le jour du lancement du livre. On a fait le lancement, on a fait un numéro, une session sur la situation des gens du voyage en France. On va poursuivre avec différentes situations sur les pollutions, par exemple, de la vallée de l'Orbiel et des mines sur les pollutions en Guyane. Ce soir, on est extrêmement heureuse euh, de nous pencher cette fois-ci sur on a fait le lancement, on a fait un... Priscilla, c'est à toi. Bonsoir. Oui, alors effectivement, on reçoit ce soir euh, le collectif Zéro chlordécone, zéro poison. Donc nous avons Sophia Sabine qui est connectée depuis la Martinique, qui est membre fondatrice du collectif. On a Naïma Renette Dubo qui est aussi une Martiniquaise engagée qui vit en métropole et qui soutient le collectif à distance et qui participe à des actions, mais elle nous en dira plus. Et on a avec nous aussi Malcolm Ferdinand, donc, qui est un Martiniquais chercheur en sciences politiques au CNRS à l'Université de Paris-Dauphine. Voilà, donc en fait, il mène des recherches sur les enjeux écologiques, sanitaires et politiques de l'affaire du dossier assez conséquent du chlordécone à l'international. Le chapitre dédié au chlordécone est assez intense, il est central parce qu'il prend énormément de place, non pas parce qu'il y a de jolies choses à dire, mais au contraire, c'est assez catastrophique, historique de ce dossier-là. On part de très loin, puisque le chlordécone a été introduit en 1972, et malgré la première une interdiction qui a eu lieu en 1990, il a été prolongé, et puis il y a eu ensuite des utilisations de ce pesticide, qui est en fait, avant d'être un pesticide, un insecticide, qui est considéré comme étant le plus dangereux perturbateur endocrinien par le monde de la santé, et malgré tout, il a été en toute connaissance de cause, intégré, utilisé, et les autorisations ont été délivrées par les autorités de l'époque aux sociétés qui en faisaient la demande, et de gouvernement en gouvernement successif, malgré les alertes qui ont eu lieu, qui ont été faites par soit les ouvriers agricoles une première fois en Martinique, soit par les ouvriers américains, puisque c'est sur le sol américain que ça a été fabriqué et l'usine y était située. Malgré ces alertes-là, et puis ensuite les différentes études qui ont démarré courant 77, aucun des gouvernements successifs a tenu compte de ces alertes-là. Pourtant, là où aux États-Unis, les alertes ont donné lieu à des interdictions et à des fermetures d'usines, en France, ça n'a pas été le cas. En tout cas, en France hexagonale, ça n'a pas été le cas jusque 1990, où là, on a interdit l'utilisation de cet insecticide. Mais par contre, dans les Outre-mer, on a poursuivi les autorisations. Et c'est un insecticide qui a causé de graves dégâts, puisqu'il a été utilisé pour cultiver la banane. Et donc, du coup, ça a des conséquences sur nos écosystèmes, ça a des conséquences sur la santé, donc la population, la faune, la flore, et ce sont des dégâts qui sont assez conséquents, et voilà pourquoi on a des collectifs, des militants qui, euh, qui œuvrent pour obtenir une dépollution des sols et des réparations, mais ils en diront plus par eux-mêmes. Je vais donner la parole à Sophia. Bonsoir Sophia. On va vous demander de nous pardonner par avance, pas à Sophia, mais je parle aux personnes qui nous regardent, hein, parce que Sophia est connectée depuis la Martinique et elle peut avoir des problèmes de connexion. Donc si ça arrivait, c'est pas bien grave, on passera la parole à un autre invité et Sophia nous rejoindra si jamais ça coupe. Bonsoir Sophia. Oui, bonsoir. On a quelques petites questions pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Ok. Eh ben, bonsoir à tous, hein, Marie, Priscilla, Malcolm et Naïma, et puis à tous ceux qui nous écoutent, hein, sur le live. Merci beaucoup, hein, Marie, d'avoir Sabine, pardon, Sophia, tu y es arrivée, Oui. d'avoir accepté l'invitation.
on se posait la question de Oui. la création du collectif. Est-ce que c'est possible de nous raconter un petit peu dans quel contexte le collectif s'est créé, pourquoi et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, donc effectivement, le collectif, il s'est créé, il date de 2012 en réalité, parce que c'était au moment de l'épandage aérien et on avait créé ce collectif pour mener ce combat-là, en fait, contre l'épandage aérien. Au départ, c'était ça, et puis ensuite, on avait changé. D'ailleurs, le nom du collectif, c'était Collectif contre l'épandage aérien et l'empoisonnement des Martiniquais. Donc, ce qui fait qu'on a mené le combat jusqu'en 2014, hein, jusqu'à ce que l'épandage aérien soit arrêté, tout en sachant que l'empoisonnement continue toujours, puisqu'il y a toujours des déversements de pesticides dans les sols en Martinique. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on t'entend. Ok. Donc, du coup, c'est un peu tout naturellement, oui, qu'on a repris le combat là, en janvier 2018 par rapport à la problématique de chlordécone qui s'est posée. Et là, on a changé le nom du collectif pour l'appeler Zéro chlordécone, zéro poison, parce que l'objectif, c'est ça, c'est surtout d'arriver à un zéro poison à différents niveaux, quoi, en fait. Donc, on a mené pas mal d'actions depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Allô? Oui, on vous entend. Ouais, ok. Donc ça, c'est un petit peu pour l'introduction. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, donc une fois que le collectif a redirigé ses actions vers le chlordécone, quel type d'actions ont été menées jusqu'à aujourd'hui? On a perdu Sophia, mais on va la récupérer tout à l'heure. C'est pas bien grave, on avait prévu justement ces petits soucis de direct. Donc du coup, on va donner la parole à Naïma. Si tu veux bien, Naïma, reprendre la parole et nous expliquer comment toi tu es entré dans ce collectif, justement. On parlait de comment il est né. À quel moment toi tu en as pris connaissance et à quel moment tu es entré en lutte avec le collectif? J'en ai pris connaissance, je ne saurais pas dire en quelle année, mais via les réseaux sociaux. Et justement, à force de suivre un peu l'actualité à la Martinique, notamment concernant les problèmes de pollution, c'était le 12 octobre où j'ai eu vraiment envie de participer de façon active. Ce jour-là, c'était la journée de l'année dernière, en 2019, la journée internationale pour les réparations. Il y avait une grande mobilisation en Martinique où je souhaitais vraiment faire une communauté d'action sur Paris. Et j'ai pu contacter le collectif Zéro chlordécone, zéro poison. Voilà. J'ai téléphoné. Et ce même jour, hein, ils avaient prévu une déclaration de lutte, en tout cas un positionnement très fort devant l'Agence régionale de santé, avant ensuite de faire convergence vers le rassemblement pour les réparations. Et c'est comme ça que je les ai contactés. Je suis sortie à Paris, on était d'abord 3 copines. Et au fur et à mesure, on a continué. Juste toujours en octobre, Guylaine Sabine, également du collectif, était venue à un colloque qu'organisait Malcolm. C'est là où je l'ai rencontré physiquement. Et voilà, je continue. Pour l'instant, je pense que alors je dis la France, je sais pas, désolée, hein, sur l'hexagone, voilà, dans l'hexagone, je pense qu'il faut continuer de sensibiliser et de mettre les gens en fait au courant de ce qui se passe à la Martinique, parce que pour l'instant, ça reste assez confidentiel, je trouve. Donc, on a plutôt fait des actions comme des marches. Le 24 novembre, on a fait une première marche à l'appel de l'association USCAR. Il y avait beaucoup de monde. Ça rassemblait donc Martinique, Guadeloupe et un peu toute la diaspora de l'outre-mer sur des problématiques chlordécone et tous les problèmes un peu qu'on peut retrouver chez nous. Puis, suite
aux actions qui ont été en Martinique, là, les boycotts coup de poing, où il y a les 7 militants qui ont été interpellés, qui auraient dû avoir un procès qui est sans cesse reporté d'ailleurs. On a organisé aussi, donc j'ai lancé ça pour le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, en janvier, un rassemblement à Nation, toujours pour soutenir et continuer de sensibiliser. Puis on avait eu d'autres actions de prévues, mais avec le virus, ça a été annulé. On devait sortir au Carnaval des femmes parce que le thème, c'était un focus sur les maladies des femmes engendrées par le chlordécone, celles pour lesquelles on est sûr, comme les prématurités, et celles pour lesquelles il y a de fortes suspicions, comme l'endométriose. Donc, c'était le thème du défilé, qui j'espère pourra avoir lieu l'année prochaine. Et voilà, et il y avait aussi ensuite une conférence qui devait avoir lieu fin avril, toujours, avec Endo France et des gynécologues spécialisés qui reçoivent beaucoup de femmes martiniquaises, guadeloupéennes qui souffrent d'endométriose sévère. Donc, pour l'instant, sur la France, c'était vraiment sensibiliser, informer. Et voilà. Mais j'espère bien passer à l'étape suivante d'action un peu plus poussée vers les autorités, mais toujours en concertation avec la Martinique parce qu'ils sont plus près de ce qui se passe et c'est eux qui pourront dire le besoin, en fait, le besoin réel. Voilà. Je peux intervenir. Sophia nous a rejoint. Sophia, vous nous entendez? Je peux intervenir? Oui, justement. Allez-y, je vous en prie. Ah, donc, Naïma a expliqué un petit peu qu'elle vous avait connu, le collectif, courant octobre, lorsque la déclaration de résistance contre le crime colonial par le chlordécone avait été prononcée devant la RS. Oui. Comment cette action elle est née et pourquoi vous l'avez lancée? Allô, allô? Non, malheureusement, on n'a pas de chance de connexion. Allô? Oui? Oui, donc en fait, tu me demandais par rapport à l'action de l'ARS, c'est ça, hein? Ah ouais. Alors, en fait, on a lancé une mobilisation effectivement devant les locaux de l'ARS. C'était une action symbolique, hein, parce que c'était un samedi. Et c'était suite aux déclarations de M. Godard lors de la commission d'enquête et par rapport à la problématique de l'eau et des canalisations non réparées et également de présence de chlordécone en 92, 91 dans nos eaux, quoi. Donc, effectivement, on a lancé cette mobilisation le 12 octobre devant les locaux pour après, comme disait Naïma, rejoindre effectivement le MIR, converger vers le MIR. Et suite à cela, nous sommes allés chez les fermiers, c'est-à-dire Odyssey, SME, SMDS, tout ça, et on aura en fait adressé des sommations interpellatives et on avait également demandé à la population depuis cette date d'arrêter de payer. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui. On entend. On vous entend bien. Hein. Pour ceux qui nous écoutent, Éric Godard, en fait, c'est un chargé de mission qui était dédié au chlordécone, on va dire familièrement, un chargé de mission interministériel et interrégional qui travaillait sur les deux départements, Martinique et Guadeloupe. Et j'imagine que quand Sabine, mais je ne sais pas pourquoi je dis Sabine à chaque fois. Sophia. Quand Sophia nous dit qu'en fait, le collectif a convergé vers le MIR, j'imagine que c'est le Mouvement international pour les réparations. Pour finir rapidement, Oui. je disais que du coup, on avait effectivement adressé à tous les organismes qui fournissent l'eau, hein, enfin, tous les fermiers, des sommations interpellatives. Et on avait appelé la population également à arrêter de payer leurs factures d'eau. Donc, ce qui fait que pour ce faire, on a pris un avocat et un huissier pour pouvoir ouvrir une caisse de dépôt. Et puis, bon, entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu la problématique
du confinement, du coronavirus, tout ça. Et bon, là, pour l'instant, c'était en suspens, mais c'est quelque chose aussi qu'on va relancer. Je voulais juste te dire que par rapport à Naïma, qui effectivement dont on a fait la connaissance en octobre, qui a elle-même mené à 3 devant le ministère de l'Agriculture une mobilisation le même jour. Et c'est aussi, nous, notre objectif au niveau du collectif, c'était également qu'on fasse connaître, en fait, qu'on fédère vraiment toutes les forces, au-delà des forces qui ont la population présente également, qui sont déjà sur le terrain, mais on voulait aussi élargir un maximum de personnes. Notre objectif, c'était aussi d'intervenir sur la France et toucher la diaspora aussi martiniquaise, antillaise. Et donc, voilà, donc pour nous, c'est vraiment un objectif qu'on a atteint. Et c'est vrai qu'on est très actifs sur les réseaux sociaux depuis 2012. Et je pense que c'est un peu comme ça aussi que beaucoup nous contactent également. Donc, D'accord. Merci, Sophia. Si jamais on se demande en nous écoutant pourquoi cette action a été faite et pourquoi cette mobilisation a été lancée à ce moment précis, c'est parce que donc, ce fameux chargé de mission interministérielle avait en fait dévoilé que l'État était au courant depuis 1991 que l'eau était empoisonnée au chlordécone et n'avait pas informé la population. Et c'est ce qui a donné lieu à cette action devant les locaux qui a invité donc la population à ne pas payer sa facture et à consigner la somme. Et c'est donc à cette occasion-là que Naïma s'est rapprochée du collectif. On a eu d'autres actions. Voilà. On a eu d'autres actions derrière qui ont été menées. On a beaucoup entendu parler du 23 novembre de 2019 où il y a eu un blocage d'une des sorties d'Euromarché Océanis, donc qui est en fait Carrefour, qui est dans la commune du Robert et qui a donné lieu à des interpellations dont 7 personnes parmi les militants. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, allô? Oui, Sophia? Oui. Un petit mot sur les militants qui ont été arrêtés pour l'action du 23 novembre? Bien entendu. La question, c'était quoi? Un petit mot sur l'action du 23 novembre qui a donné lieu à l'arrestation des 7 militants. Ah oui, pour les 7 militants. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que bon, nous, on a été tout naturellement par rapport au blocage depuis des militants, là, en fait, devant le Carrefour, devant les supermarchés de Bernard Ayotte, groupe GBH, on s'est impliqué en fait dans ces blocages-là, et ce qui fait que nous étions présents également à Océanis, et depuis, en fait, il y a un comité, le comité du 13 janvier qui s'est créé, qu'on a créé, et qui est un comité de soutien en fait pour les 7 militants. Donc, entre-temps, on a, avec ce comité-là, donc évidemment le collectif Zéro Chlordécone, Zéro Poison, on est partie prenante, parce que on a un petit souci de connexion. Voilà, c'était en fait Sophia qui nous a expliqué qu'il y avait donc eu une action de blocage et qu'elle avait donné lieu à l'arrestation des militants, et ça a fait pas mal de bruit. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lors de l'audience qui aurait dû se produire justement le 13 janvier, les militants n'ont pas pu, le comité de soutien qui était parti, je crois, de la maison des syndicats n'avait pas pu se rendre dans le tribunal, et donc le procès n'avait pas eu lieu. Il a été reporté au 3 juin, mais il y a eu une nouvelle annulation, d'où la dernière mobilisation du 3 janvier. Et il y a un collectif qui s'est créé autour de ça, donc c'est pas le collectif du 13 janvier, si je ne me trompe pas, et qui est justement à donné lieu à l'organisation d'une conférence qui a eu lieu à la fin de l'année dernière à la Bourse de Paris. Oui, en février. Ouais, en février. Naïma, tu veux nous en parler? Oui. Donc, le 21 février 2020, le comité 13 janvier, une délégation du comité 13 janvier s'est déplacée sur Paris. Et l'objectif, c'était de faire... vous m'excuserez, mais c'est vrai qu'on est dans une mouvance décoloniale. Et donc, en fait, quand on dit meeting internationaliste, parce que c'est le nom, on considère donc la Martinique comme un pays et les organisations de l'Hexagone, donc de France, comme des pays. Du coup, c'est un meeting internationaliste où
sont intervenus, les organisations syndicales et politiques de la France, comme le POI, alors je ne veux pas en oublier, hein, il y avait des représentants des Verts, etc., où dans un premier temps, forcément, on a rappelé ce qu'était l'empoisonnement, mais on a beaucoup insisté sur le fait colonial, c'est-à-dire que ce soit dans les dérogations successives qui ont été accordées, que ce soit parce que ceux qui ont importé et utilisé le poison sont des descendants de colons, que ce soit par rapport à la répression très violente. Par exemple, les boycotts, il y a des affrontements avec les forces de l'ordre. Le jour du procès, pareil, les forces de l'ordre chargent et blessent les soutiens. Donc, en fait, on est vraiment dans un contexte colonial. Et donc, ce meeting a permis de mettre ça en relief et ensuite de pouvoir avoir le soutien donc, de toutes ces organisations de France qui luttent aussi donc, pour un meilleur sort de tous les ouvriers, en fait, quels qu'ils soient. Voilà, puisque les premières victimes sont les ouvriers agricoles hein, qui ont semé ce poison sans protection et qui aujourd'hui sont malades et avec peu de soins. Donc, c'était ça l'objectif du meeting. Ou d'ailleurs, on te remercie encore d'être venue, Priscilla, et d'avoir apporté ton soutien également ce jour-là. D'ailleurs, je me rappelle que ce jour-là, il y a un ouvrier qui était présent et qui expliquait, qui rappelait un petit peu ses souvenirs. Il expliquait qu'à l'époque, il utilisait donc le produit à main nue, que voilà, il tombait malade, qu'il y a des gens même qui tombaient entre midi et deux. En fait, ils n'avaient pas le temps de finir la journée, qui tombaient raides, quoi, et qui étaient emmenés à l'hôpital et que ils ressentent non seulement les effets sur la santé, et même sur le pouvoir d'achat, parce que leur retraite est toute maigre, parce que leurs heures n'étaient pas toutes comptabilisées et toutes déclarées. Et ça m'avait marqué parce qu'effectivement, ça m'a rappelé la grève dont j'avais entendu parler, notamment via Malcolm, des ouvriers agricoles qui avaient déjà donné l'alerte. Alors quand on se dit qu'à cette époque-là, il y avait déjà une alerte qui était lancée, mais qui n'avait pas été entendue, et qu'en plus, il y avait eu des morts lors de cette grève-là, on se dit qu'on est en 2020 et que même aujourd'hui, on a encore des ouvriers de l'époque qui viennent témoigner de ça, quoi. Mais on peut, je ne sais pas si Sophia, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on passe la parole à Marie. Je ne sais pas si Sophia nous entend. Je crois qu'elle n'est pas connectée. Elle est en cours de connexion. Sophia, de toute façon, pourra intervenir à tout moment pendant le live parce que, voilà, avec ses soucis de connexion, peut-être qu'elle nous entend et qu'elle ne peut pas réagir tout de suite. Mais Sophia, si vous nous entendez, n'hésitez pas à nous interrompre pour réagir. Marie, je te laisse la parole. Oui, c'était plus pour poursuivre avec Malcolm, mais Naïma vient de parler de contexte post-colonial et décolonial. Toi, tu as publié une écologie décoloniale. Donc, j'avais peut-être envie de commencer là-dessus. Comment, voilà, tu cites beaucoup, donc dans ton ouvrage Écologie décoloniale publié au Seuil en octobre 2019, tu cites beaucoup, toi aussi, le chlordécone. Tu as aussi participé à la commission d'enquête qui a été menée avec les parlementaires sur ce sujet-là. Comment toi, tu interprètes cet épisode chlordécone avant de le qualifier autrement? En tout cas, qu'est-ce que toi, tu lui donnes comme signification? Quelle en est ta lecture? Avec ton micro, c'est mieux, Malcolm. Alors, bonsoir à toutes et encore une fois, c'est un plaisir d'être là. Donc, une chose qui m'a marqué dans le livre que vous avez fait, c'est que vous dites que l'écologie est avant tout une question de justice. Et je pense que le chlordécone est aussi une question de justice avant tout. Mais pas que. Donc peut-être pour donner quelques éléments de contexte, on a affaire à une pollution qui est donc cette poudre utilisée dans les bananeraies entre 1972 et 1993 en Martinique et en Guadeloupe, qui a donné lieu à une pollution avec trois dimensions principales. Une pollution durable, donc ce sont des terres qui sont polluées pour possiblement plusieurs siècles. Une pollution généralisée qui se retrouve dans les denrées alimentaires, dans la terre, dans les aquifères, dans l'eau, dans
et aussi dans les corps humains. On sait que plus de 90%, on estime que plus de 90% de la population martiniquaise guadeloupéenne est contaminée au chlordécone. Et enfin, c'est une pollution délétère, c'est-à-dire qui cause un ensemble de problèmes de santé. Donc Naïma a rappelé en fait un ensemble de problèmes liés à des périodes de grossesse qui vont être diminuées, à parfois un ensemble de retards cognitifs dans le développement des enfants. Et puis, on sait aujourd'hui que ça non seulement augmente les chances de cancer de la prostate, mais cela augmente les chances de récidive de cancer de la prostate. Donc, en fait, on a affaire à une molécule cancérigène, toxique, qui est ancrée dans l'écosystème martiniquais guadeloupéen pour possiblement plusieurs siècles, et que les retards qui ont été pris en fait pour faire face au problème se manifestent aussi par des retards qui sont pris euh, pour faire face à ce problème. Donc, problème sanitaire et environnemental d'abord, problème économique et social, parce que ce sont des agriculteurs qui n'ont pas pu produire sainement. Enfin, j'ai rencontré un ensemble d'agriculteurs qui ont dû arrêter leur pratique du fait de la contamination chlordécone. Ce sont des personnes qui ont des jardins, qui ont l'habitude de cultiver dans leur jardin créole en fait des légumineuses, certaines ou alors élever des poules qui en fait doivent arrêter leur pratique du fait de ces de la contamination chlordécone. Donc ça c'est pour donner Une idée. un petit contexte. Alors le chlordécone est aussi finalement donc c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est une molécule parmi l'ensemble des molécules qui a été utilisée dans ces îles. Alors, effectivement, c'est une molécule particulière parce qu'elle est très durable et c'est une structure en cage qui reste dans le sol, mais il y a un ensemble d'autres molécules qui ont été utilisées, certaines le sont encore dans la canne à sucre, voilà, enfin, si on mesure on teste votre sang, on va trouver en fait une panoplie d'ensemble de molécules. Mais le chlordécone, deuxièmement, est aussi le symbole finalement d'une manière d'habiter la Terre, ce que j'ai appelé dans mon livre un habité colonial, où on pense que notre moment sur Terre doit être consacré à la recherche du profit le plus rapidement possible et le plus fort, sans se soucier du bien-être de l'environnement, sans se soucier du bien-être de ceux qui habitent cette Terre. Le chlordécone, parce que il était utilisé pour lutter, ce qu'on dit, contre le charançon, un insecte en fait qui mange le bulbe du bananier, mais en même temps, avant le chlordécone, il y avait d'autres moyens, d'autres méthodes, notamment des méthodes plus biologiques, qui sont utilisées aujourd'hui d'une certaine façon. Mais le chlordécone était cette molécule rapide qui permettrait de se passer d'un certain nombre de main-d'œuvre. Donc, c'est cet habité colonial qui est aussi questionné, me semble-t-il, par le collectif Zéro Chlordécone, qui non seulement mène ces luttes pour obtenir justice, pour que ce crime d'écocide et ces contaminations, ces empoisonnements soient reconnus, mais qui aussi propose, à travers leur action, finalement, d'autres méthodes d'agriculture, d'autres méthodes à travers la permaculture, une manière beaucoup plus saine de se rapporter à l'environnement. Et c'est aussi là qu'on peut comprendre pourquoi on va bloquer des centres commerciaux pour protester contre le chlordécone. Parce que les centres commerciaux aux Antilles symbolisent aussi cette manière finalement hors sol d'habiter la Terre où on ne produit pas ce que l'on consomme et on ne consomme pas ce que l'on produit. Il faut savoir que plus de 90% des bananes produites, y compris celles produites grâce au chlordécone, n'ont pas été consommées par les Antillais ou par les Martiniquais ou les Guadeloupéens, mais ont été consommées en partie par les citoyens français et autres résidents en France et en Europe. Donc, cela veut dire aussi que tous ceux qui ont mangé des bananes du fait du chlordécone doivent être aussi concernés par la souffrance, par l'injustice qu'ont vécu finalement les Antillais. C'est un appel que tu lances? Totalement. Et qui ont vécu aussi les ouvriers et les ouvrières agricoles, qui, comme l'a rappelé, enfin comme Priscilla l'a rappelé, on a pris beaucoup de temps avant de comprendre qu'en fait les ouvriers sont au cœur de cette histoire.
Et même dans les premières dénonciations du chlordécone, on va dire, sociales et politiques en 2006-2007, les ouvriers étaient encore mis de côté. Aujourd'hui, avec un ensemble de militants en Martinique et en Guadeloupe, les choses changent et c'est très bien. J'ai une question à poser juste pour rebondir sur ces dates, parce que le chlordécone, au moment que tu cites, 2007-2008, était déjà interdit d'utilisation. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Je veux juste que tu vois, que tu détailles un petit peu comment ça s'est passé en réalité sur le territoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, ta question pointe un autre rapport, une autre dimension importante du chlordécone, c'est le rapport entre savoir, le fait qu'on connaisse quelque chose, on connaisse une situation, par exemple le chlordécone est dangereux et contamine les écosystèmes, et action politique, action juridique. Et en fait, on voit que le savoir, le fait de savoir que la molécule est cancérigène, que la molécule est toxique, ça, on l'avait depuis bien longtemps. En fait, le chlordécone a été autorisé en 1972. Alors, il y a une première tentative en 68-69, mais le comité des toxiques, le comité qui est en charge d'autoriser ces molécules, dit non, ça ressemble trop au DDT, on a déjà des problèmes avec le DDT, on n'autorise pas. 72, avec des allégations notamment de corruption, on autorise en 1972. Pendant 20 ans à peu près, jusqu'en 90, 90 c'est autorisé, et après, de 90 à 93, il y a d'abord eu un délai de 2 ans, puis après 2 dérogations illégales en fait octroyées pour continuer à utiliser le chlordécone aux Antilles. En 93, qu'est-ce qui se passe? Rien. Non seulement on a appris par la commission d'enquête parlementaire qu'il y avait d'autres moyens par lesquels on continuait à utiliser le chlordécone, mais aucune véritable enquête n'est menée sur les conséquences de cette utilisation, aucune protection n'est mise en place pour que les populations de Martinique, les Martiniquais et les Guadeloupéens soient protégés de cette exposition à long terme. Et donc, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Les seuls rapports de scientifiques en France faits sur le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe datent de 77 et de 80, rapport Snegarov et Kermarek. Il a fallu attendre une mission d'inspection générale en 99-2000 pour qu'on commence à se dire, ah bah tiens, on a un problème. Donc en 2003, on a mis des captages pour que justement l'eau ne soit plus contaminée, parce que l'eau des sources était contaminée. C'est ce que pointait Sophia tout à l'heure. Et ils mettent ces protections en 2003. Alors qu'en fait, 2003, alors qu'en fait, on se disait, bah, ils ont découvert ça en 2003. Non, ce que le témoignage d'Éric Godard apporte, c'est que dès 91, il y avait des laboratoires qui étaient au courant, qui ont retrouvé dans l'eau du robinet, dans l'eau que l'on consomme, qu'on va donner à nos enfants, à nos parents, qu'il y avait du chlordécone. Donc, on avait le savoir que quelque chose était contaminé, mais l'action ne se passait pas. 2006-2007, c'est là qu'il y a encore un regain avec les publications, notamment de Raphaël Confiant et Louis Boutrin sur le chlordécone, avec les premières plaintes déposées par la SOPAMA en Martinique et par un collectif d'associations et un médecin en Guadeloupe. Et tout ça se tasse jusqu'à ce qu'on arrive à ce que racontait Sophia, c'est-à-dire les événements autour de l'épandage aérien, enfin la lutte autour de l'interdiction de l'épandage aérien en Martinique et en Guadeloupe entre 2012 et 2014. Et puis, dès fin 2017, début 2018, on a un regain, finalement, de l'action politique. Donc, avec une mobilisation d'étudiants en Guadeloupe, avec la participation du collectif Zéro Chlordécone. Mais ce qu'on voit dans cette histoire, c'est que, et ça pose un vrai challenge, c'est que la seule connaissance scientifique de la contamination n'est pas suffisante pour mener à une action. Et c'est véritablement les mobilisations qui font que des actions ont eu lieu. Dernier point, la commission d'enquête parlementaire qui a eu lieu en 2019, pour laquelle j'ai été interrogé, elle intervient après 2 autres commissions ou missions d'information, une en 2004, une en 2019. Et c'est à la suite des mobilisations qui ont eu lieu en Martinique et en Guadeloupe qu'une autre commission d'enquête parlementaire a été mise en place. Donc on voit bien que c'est un rapport entre mobilisation et action, que la seule connaissance n'est pas suffisante. Donc c'est aussi ce rapport-là qu'il faudrait
questionner par rapport à l'affaire du chlordécone. Merci beaucoup, Malcolm. Du coup, j'ai envie de lancer la question de relancer la question dans la discussion. Mais voilà, quand je te dis est-ce que c'est un appel que tu lances, tu me réponds oui, absolument. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour aider? Tu as dit, toi, voilà, on a besoin de reconnaître cet écocide, qui est, tu le sais, un terme qui me tient beaucoup à cœur. Ces graves crimes contre l'environnement qui ne sont toujours pas reconnus aujourd'hui, et donc dont les coupables sont tenus et considérés comme irresponsables. On a cette pétition du collectif qui a été lancée. Voilà, donc je relance la balle un peu, peut-être pour qu'on commence les débats tous ensemble dans cette deuxième partie de webinaire. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est urgent? Comment on peut faire pour soutenir ces luttes-là? Tu peux commencer si tu veux. Non, mais bon, moi, je pense qu'il y a énormément de choses à faire, donc avec des acteurs différents. Du point de vue des consommateurs, notamment des consommateurs qui ne sont pas en Martinique, en Guadeloupe, je pense qu'il est important qu'il y ait une responsabilité qui soit portée sur les violences qu'on va cautionner en consommant certains produits et refuser de consommer des produits qui entraînent des violences. Sur ce qui se passe en Martinique, en Guadeloupe, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est d'assurer un suivi médical adéquat aux populations contaminées dans toutes leurs dimensions. Et il y a un ensemble de chercheurs et de médecins qui travaillent à ça. Mais peut-être le plus important reste ceci. Nous sommes en 2020. Le chlordécone a été utilisé pour la première fois en 1972. Donc on est après 48 ans, à peu près 48 ans. Donc depuis 48 ans, il y a une molécule qui est possiblement dans nos corps, dans les écosystèmes. Pas une seule personne à ce jour n'a été reconnue, ni entité, ni entreprise, ni collectif, ni institution, n'a été reconnue responsable de cette contamination. Aujourd'hui, il y a quelques jours, il y avait 7 manifestants qui vont protester contre cet état de fait et qui vont être jugés en moins de quelques semaines, alors que ça fait 48 ans qu'il y a un crime qui est commis, ce que beaucoup de personnes pensent être un crime, et pour l'instant, donc, il y a une exigence de justice qui n'est pas simplement, qui n'est pas simplement une querelle juridique, c'est un principe de dignité. Quand on est capable de contaminer des écosystèmes entiers et des peuples entiers pendant des décennies et qu'à aucun moment on se dit qu'il faut qu'on puisse rendre des comptes à ces personnes, c'est-à-dire qu'on ne les considère pas dignement. Donc il y va de la dignité. Sans la dignité, on ne peut pas discuter, on ne peut pas aller de l'avant. Donc ça, c'est le minimum. Ça, c'est le minimum qui, à mon avis, va pouvoir débloquer certaines situations. Mais ça doit passer par là. Si nous sommes dans un état de droit, si nous sommes effectivement des citoyens français, alors il est absolument inadmissible qu'on vive dans cette situation de violence sans qu'aucune personne, aujourd'hui, ne soit reconnue comme coupable ou responsable. Il y a des plaintes depuis 2006-2007 et jusqu'à présent, rien ne se fait. Et ça, c'est un état qui est invivable. Invivable. Et puis, bien sûr, après, il y a les enjeux de recherche. La recherche universitaire doit aussi s'impliquer, j'y participe et plein d'autres vont y participer, pour qu'on puisse imaginer un au-delà du chlordécone, une autre manière d'habiter la Terre que cette habité coloniale. Allô? C'est Sophia, je pense. Oui, Sophia, on vous entend. Oui, j'ai un peu perdu la connexion vidéo là. Donc du coup, je suis passée par le téléphone. Je voulais rebondir sur ce que dit Malcolm aussi, mais par rapport au niveau collectif, en fait, collectivement, je pense qu'en tout cas, nous avons réfléchi à trouver des solutions, parce que on ne peut pas attendre sur effectivement un État qui ne prend pas en considération la situation dans laquelle il a plongé
la Martinique, la Guadeloupe. Donc, on n'a pas attendu, on n'attend pas sur eux, quoi. On attend plus sur eux en réalité. Enfin, quand je dis on n'attend plus sur eux, voilà. Nous, on a travaillé avec notamment le docteur Jos Pélage sur un projet. C'est un projet pour la Martinique, c'est un projet pour notre descendance, c'est un projet pour voilà, pour l'avenir, c'est un projet d'avenir. Et on a travaillé sur le projet qu'on a nommé le projet Chlordétox. Hein. Et dans ce projet-là, justement, il est question de savoir dans un premier temps en fait notre taux de chlordécone dans le sang, donc la chlordéconémie. Et on a mené effectivement des campagnes de tests de chlordécone, donc avec des membres du collectif à 2-3 reprises, et également avec un collectif d'artistes aussi, pour que ça puisse être relayé, que ça ait plus de force aussi, parce que bon, les artistes, voilà, c'est eux qui marquent mieux aussi les esprits, on pense. Et donc, le but, c'était effectivement donc, de savoir, le docteur Jos Pélage nous avait informé effectivement qu'il était possible de se détoxifier l'organisme si on arrêtait de consommer en fait des produits qui n'ont pas de chlordécone. Et donc, on a travaillé à ce projet avec le collectif, mais avec d'autres, avec des personnes, avec par exemple notamment le collectif Local Life. Donc, on a travaillé à ce projet, à monter ce projet sur 4 ans, qui va durer 4 ans. Donc, on a commencé ce projet depuis mars 2018. On l'a présenté le 16 juin 2018 à Rogue API, qui est aussi membre du collectif aussi, une organisation aussi qui fait partie du collectif. Et donc le but, c'est de détoxifier notre organisme en ne consommant que des produits qui n'ont pas de chlordécone. Donc du coup, on a contacté les agriculteurs, hein, on a démarché les agriculteurs pour avoir leurs analyses de sol. Et également, on a créé un guide de bonnes pratiques alimentaires. Donc tout ça, ce sont des documents qui sont en ligne. Je pourrais les partager après, mais donc on a créé un guide de bonnes pratiques alimentaires et on a également listé donc les agriculteurs, qui est une liste non exhaustive parce que tous ne nous ont pas encore répondu. Donc on attend effectivement que d'autres agriculteurs nous répondent, et puis on ira encore démarcher les agriculteurs. Et puis donc le but, c'est ça, c'est de diriger quand même les consommateurs aussi de toutes les façons vers des agriculteurs dont la terre n'est pas chlordéconée, l'agriculture diversifiée. Et donc nous, c'est donc, et notamment les circuits courts également. Et donc, c'est le projet qu'on a monté. Normalement, il faudra refaire en fait le test en cours de projet et à la fin également. Et on pourra dire alors là si c'est effectivement si le taux de chlordéconémie, s'il n'y a plus du tout de chlordécone dans le sang, on pourra comment dirais-je, valider ce projet, mais en sachant que ce n'est pas un projet scientifique parce que nous sommes les Martiniquaises un peu de partout en Martinique, on a travaillé sur ce projet avec l'aide de scientifiques malgré tout, puisque bon, les laboratoires Biolab, Biosanté ont joué le jeu avec nous, on va dire. Donc voilà, on a ce projet-là, et pour moi, c'est aussi travailler c'est à nous aussi de travailler sur des solutions alternatives. Ce que je veux dire, c'est que le collectif, en fait, je ne sais pas si je ne peux pas remontrer le logo du collectif, mais notre objectif, c'est aussi, comment dirais-je, carrément d'arriver à une souveraineté alimentaire, parce que on ne compte plus non plus, il n'est plus question pour nous de compter sur les béquets qui nous empoisonnent. Il n'est plus question de compter sur eux avec leur monoculture de la banane. Non, il n'est vraiment plus du tout question de compter sur eux. Donc notre logo qui est essentiellement zéro poison, on a vraiment une vision très large comment dirais-je, du combat, quoi. En fait, ça ne s'arrête pas uniquement à faire des mobilisations
notre travail a été au-delà de ça, quoi. Donc, pour nous, depuis le départ, on a demandé en fait à comment dirais-je, des personnes qui possèdent des terres mais qui n'ont pas le temps ou l'énergie d'y travailler. On a commencé à travailler sur certaines terres, donc. On a fait des ateliers de permaculture chez d'autres, chez l'habitant, etc. Donc, c'est que chacun aussi se prenne en main, en fait, sur ça. Donc, on ne veut plus attendre sur les empoisonneurs, sur nos bourreaux, en fait, en réalité. Donc, on est effectivement dans une démarche de décolonisation de nos esprits, décolonisation de nos corps, décolonisation voilà, ça c'est vraiment tout qui avec effectivement Malcolm et son livre L'écologie décoloniale, enfin nous ça va tout à fait dans notre démarche, quoi. Et donc bon, je vais peut-être laisser un petit peu la parole, mais Merci, Sophie. en fait ce que je veux dire c'est que allô? Oui, non, j'allais passer la parole à Naïma, mais je vous en prie, finissez. D'accord. Je vais juste finir pour dire que en fait, dans notre logo, c'est un logo. En fait, il y a 7 cellules qui sont autour, et dans ces cellules, ça regroupe en fait tout. Hein, c'est-à-dire que on a la partie sur la culture, d'accord, la partie jardin nous. On a la partie l'esprit, hein, comment dirais-je, l'esprit qui met le corps, l'esprit qui décolonisait, hein, et également la partie argent et la partie remède, et également la partie bois manger et notre jardin. Donc c'est vraiment, c'est aussi ce logo-là, on y a travaillé. Depuis mars également 2018 avec dont c'est Didier Michalon qui en est le concepteur. On a fait un brainstorming pour ce logo, et c'est un projet c'est projet nous, quoi, pour pays nous. Ouais. En fait, on comprend que le logo n'est pas juste quelque chose c'est pas juste du marketing, c'est pas juste pour du visuel, ça a un sens, et que vous avez travaillé à ce qui reflète bien le message que vous voulez faire passer. Je vais passer la parole à Naïma. Et on a aussi 2 questions des personnes qui nous suivent. Naïma voulait d'abord réagir sur comment agir au sein du collectif. Oui, même de façon aussi générale. Malcolm l'a un peu abordé. Pour moi, il y a vraiment deux axes, parce qu'il y a une situation d'urgence où notamment les ouvriers agricoles sont en grande souffrance. Ils se sont d'ailleurs aussi organisés en collectif pour essayer de s'en sortir, et qu'il y ait une chaîne de solidarité qui se mette en place, et cette chaîne a besoin d'être soutenue par les autorités. Donc on a besoin de mesures d'urgence, et puis forcément de mesures sur le plus long terme pour dépolluer nos terres et retrouver nos pratiques un peu plus traditionnelles. Donc, je voulais dire ça. Et je voulais dire aussi, et en ce sens, je vous remercie encore pour votre livre qui met plusieurs combats en fait ensemble, et qui nous permet de voir qu'on n'est pas tout seul. Alors, si c'est vrai que la structure de la société martiniquaise, elle est de fait coloniale. Quand j'ai regardé par exemple votre live sur le sort des gens du voyage, par exemple, il y a un mépris aussi pour une autre communauté. Il y a des gens, j'ai fait en France, je participe aussi au mouvement Nous voulons des coquelicots, donc je constate d'autres encore combats et d'autres souffrances finalement de personnes qui vivent en bordure de champs et qui subissent l'épandage de pesticides. Et c'est des fois, je me dis, est-ce que c'est vraiment uniquement un fait colonial, ou est-ce que c'est vraiment... on peut en tous les cas dire que le point commun, c'est capitalisme, productivisme, et que l'humain, il passe en dernier. Et pour moi, on doit faire convergence, en fait. Toutes ces causes-là sont liées. On doit se regrouper pour la justice environnementale. Voilà, c'est ce que je voulais Merci Naïma. en fait. Une belle transition.
Avant de redonner la parole à Malcolm, et Malcolm, tu peux réagir, mais on a eu 3 questions, donc vous pouvez réagir tous les 3. On a une question de Geneviève qui nous dit: peut-on savoir de quelle pathologie souffrent les ouvriers qui ont été en contact avec le poison? Donc Malcolm en avait déjà parlé, et Naïma pour le cancer de la prostate et les grossesses prématurées. Je ne sais pas si vous voulez réagir ou si je réponds. En fait, il ne faut pas oublier non plus que la maladie de Parkinson, qui est une maladie également dont les causes sont environnementales, et on a beaucoup il n'y a pas eu justement encore d'études, je crois, faites là-dessus, mais on a beaucoup de nos ouvriers agricoles qui sont atteints par la maladie de Parkinson. Hein. Donc, je me souviens qu'en 2012, quand on était parti dans le nord sur les terres où il y avait justement de l'épandage aérien, il y avait des zones où on nous avait informé qu'il y a beaucoup d'ouvriers agricoles qui sont parkinsoniens. Oui, il nous manque des études. Et voilà. Il manquerait des études. Il manquerait donc des études spécifiques et le lien en Malcolm, tout à fait. Oui, je rajouterais que Naïma disait qu'il y avait des suspicions, notamment de myélome. En fait, tout ce que je veux dire, c'est que la production de connaissances sur les pathologies est aussi le reflet d'un certain rapport de pouvoir. Donc le fait qu'aujourd'hui, que certaines pathologies, notamment dont souffrent les femmes, on n'ait pas de certitude là-dessus, c'est aussi le fait qu'il y a eu un désintérêt de ces questions. De la même façon, il y a eu un désintérêt pour le sort réservé aux ouvriers et ouvrières agricoles face au chlordécone. Et que l'une des choses positives, c'est que les mobilisations qui se sont déroulées aujourd'hui font que de plus en plus de médecins, de plus en plus d'épidémiologistes, notamment à travers des formes d'épidémiologie populaire, ce qu'a décrit Sophia, nous permettront d'avoir des réponses et de savoir exactement ce qu'il en est. Et si on fait un petit parallèle avec ce qui s'est passé aux États-Unis, en 1975, en fait, les États-Unis ont été les premiers producteurs du chlordécone. 1975, la production est arrêtée parce que les ouvriers agricoles les ouvriers de l'usine, montraient des tremblements, des pertes de poids, des mouvements anarchiques des yeux parce que le chlordécone affecte le système nerveux. Et ce qui est frappant, c'est qu'en 1975, ils arrêtent, et dans les 3 ans qui ont suivi, des études épidémiologiques sur les conséquences sanitaires de ces ouvriers ont été menées. Donc, en l'espace de 3 ans, les études étaient menées, les entreprises étaient condamnées, des méthodes de dépollution étaient déjà recherchées. Et le temps qu'il a fallu en France pour une pollution face à une même molécule, pour faire toutes ces recherches-là, est vraiment trop grand. Voilà. Merci Malcolm. Il y a Naïma qui veut rajouter quelque chose rapidement parce qu'on a 2 autres questions. Ça marche. Je fais assez vite. Je voulais dire, parce que c'est aussi l'expérience d'ouvrier que je connais ou que j'ai aussi dans ma famille. Et donc, effectivement, on fait le focus chlordécone. Il faut savoir qu'il y a eu plein d'autres pesticides qui ont été semés sans protection. Et donc, ils ont aussi des affections cardiaques. Beaucoup portent des piles. Il y a des problèmes pulmonaires. Il y a des problèmes de peau. Sans compter les problèmes psychologiques, parce qu'ils portent aussi une grande culpabilité, en fait, d'avoir été obligés d'empoisonner la population. Donc, en fait, c'est un cocktail de pesticides, un contexte aussi psychologique qui fait qu'il y a un grand malaise chez nos ouvriers agricoles. Merci Naïma. On a Kevin qui nous pose une question, mais qui a déjà été largement abordée. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Il dit je veux poser une question autour du terme, entre guillemets, mouvement décolonial. Vaut-il mieux militer contre les structures à l'origine de l'empoisonnement ou davantage militer contre l'imaginaire colonial dans lequel vit une partie de la population française et selon lequel il n'y eut que du positif lors de la colonisation? Point d'interrogation. Il me semble que beaucoup de personnes refusent de croire que la gouvernance française est criminelle, pas seulement pour cette affaire, donc ne mesure pas la gravité de la situation aux Antilles françaises. Vous avez 2 heures. Je laisse Malcolm répondre. Ah bah oui, voilà. Bon, alors, moi je pense que les deux sont inextricablement liés. Je pense que c'est une fantaisie de s'imaginer qu'un État serait sans crime, sans problème. Tout État commet des crimes. Alors il n'y a pas de raison à ce que
l'État français ou certains services de l'État français n'ont pas aussi fauté. Et il y a plutôt un danger à retarder cette reconnaissance de faute, notamment en danger du fait des recherches qui vont être menées et du fait de la reconnaissance d'une dignité. Sur la question de l'imaginaire, c'est une question qui est extrêmement importante et qui a une actualité extrêmement forte aujourd'hui. Aujourd'hui, où on voit des corps noirs qui sont encore perçus comme des corps qu'on peut soumettre à n'importe quel traitement. La banane, la culture à l'origine de cette contamination au chlordécone, est une culture à sa base et son fondement colonial, menée au tournant du XXe siècle par l'Empire colonial français, Cameroun, Côte d'Ivoire et aussi à un moment donné Guyane, Martinique, Guadeloupe. Et donc en fait, c'est cet imaginaire que les autres, les peuples de couleur, ne servent qu'à produire des denrées qui vont égayer les palais du Nord. Ça, c'est effectivement un imaginaire qu'il faut remettre en cause. Nous avons le droit à la dignité, nous exigeons la dignité en fait. Nous allons le faire. Et je pense que ça, c'est effectivement un imaginaire qu'il faut repenser. Et comme Naïma l'a dit, à travers cet ouvrage, on voit que c'est une dignité qui doit s'instaurer dans une convergence des luttes, dans un rapport de force collective en fait, qui permettront de faire avancer tout cela. Merci Malcolm. On va conclure. Il y en avait une dernière question sur la santé. Une personne qui demandait des références au niveau des études. C'est Claire. Et Claire, on vous invite à regarder dans l'ouvrage. On a toutes les études qui sont nommées avec les sources. Donc, il y a des études sur la prostate, sur les enfants, les femmes enceintes, sur les ouvriers. Il y en a vraiment pas mal. On vous laisse regarder. La semaine prochaine, donc en fait, même pas la semaine prochaine, c'est le 12. On a vendredi 12 juin, on fera un autre live qui sera consacré à la pollution des sols. On parlera de l'empoisonnement à l'arsenic dans les terres de l'Aude et de l'enfouissement des déchets toxiques en Alsace. On aura 2 personnes avec nous, des militants, pareil, qui ont créé un collectif et qui se battent depuis des années pour empêcher cet enfouissement, ou pour tout le moins qu'il soit déterré maintenant qu'il a été enfoui. Et une militante qui, tout comme Christian, qui a été nommé dans le chapitre du chlordécone et qui a découvert le collectif du chlordécone. On a de l'autre côté, vendredi, Patricia qui, elle, pareil, milite au sein du mouvement des Gilets jaunes et qui milite aussi pour ne pas consommer des légumes à l'arsenic dans son secteur. Et c'est déjà trop tard puisque c'est le cas. Et on aura donc un chercheur du CNRS qui est spécialiste de la pollution des sols. Donc, on vous donne rendez-vous vendredi à 18h30. Et on remercie Naïma, Sophia et le collectif en général et Malcolm d'avoir accepté d'intervenir ce soir. Un grand merci pour l'émission de ce soir. Surtout, n'hésitez pas à diffuser, partager. On vous a mis tous les liens vers l'application, les différents articles, le livre de Malcolm. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder, à lire, à partager. Et on vous retrouve la semaine prochaine. Ok. On dit au revoir. Merci. Merci à vous. Merci Marie, Priscilla pour l'invitation. Alors, on vous garde. On coupe le live Facebook juste pour dire au revoir à Facebook et on reste ensemble juste après.